هذا البودكاست من إنتاج THD.tn. برعاية Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999. أريد طور عالمك. BackPay, première solution de paiement fractionné par TPE. ديجي كلوب. نحن اليوم ماناش موجودين في الاستوديو كيف العادة. يظهر لي فهمتوا لي نحن nous sommes dans un événement, bien sûr le Mobile World Congress Barcelone. لكن بدلنا un petit peu le format, on va pas être dans l'actualité. أكثر منه c'est des interviews in depth comme on dit. Et là nous sommes avec Si Karim Yaissi qui est le lead industry analyst chez Ookla. أهلا وسهلا بك. اهلا مرحبا بكم. باش نحكيو شويه حتى بالتونسي وبالجزائري. انا من الجزائر. effectivement donc نفهموا بعضنا كما يقولوا. نحن باش نحكيو على لا بوزيسيون تاع تونس بارابور المغرب العربي، لكن باش نحكيو زاد على المغرب العربي. لا كيستيون كي سو بوز هو علاش تونس في لو داني رابور دو اوكلا اللي ديجا موجود على تي اش دي خرجناه منيش برشا، لو رابور بور 2025 تونس عملت ان بيك على 47e بوزيسيون مونديال، وهذا بفضل اللونسمون تاع 5G في تونس في فيفري 2025. من بعدها صارت اون ديغرانغولاد فجأة. شنو اللي صار؟ شفما؟ qu'est-ce qui se passe? Très intéressante comme question. Au fait, le classement de la Tunisie est par rapport à d'autres pays. Donc il faut toujours garder ça en tête. Donc c'est quand il y a d'autres pays qui lancent la 5G, et il s'est passé des lancements de la 5G surtout en Afrique du Nord. Donc il y avait l'Algérie, le Maroc, il y avait l'Égypte aussi. Donc ça influe un petit peu le classement d'un pays par rapport à d'autres pays. Donc il y a ces facteurs-là. Mais un autre facteur, il faut comprendre comment les pays sont classifiés sur notre Global Speed Test Index, qui est un classement global. Donc en fait, ça répond ou ça correspond à la vitesse que les utilisateurs ont eu l'expérience quand ils ont lancé l'application Speed Test sur leur téléphone. Donc qu'est-ce qui s'est passé au fait? Et c'est un phénomène qui se reproduit dans n'importe quel pays où la 5G est lancée. Donc au fait, il y a la semaine du lancement de la 5G généralement, il y a un effet d'aura en quelque sorte de la 5G. Donc il va y avoir de la publicité pour la 5G, il va y avoir beaucoup plus d'utilisateurs qui vont utiliser la 5G. Ce qui veut dire que de notre côté, quand on collecte ces informations, on aura beaucoup plus d'échantillons, beaucoup plus de tests qui correspondent à la 5G par rapport à une situation normale, pré-5G. Donc si j'ai bien compris, lorsqu'il y a un lancement de la 5G, il y a cet effet de « Waouh, c'est quelque chose de nouveau, Exactement. let's try this ». Absolument. Soit sur mon téléphone, si j'ai la 5G, soit le téléphone d'un ami. Et là, dit c'est combien. Exactement. Et on lance le speed test partout. في القهوة, في الدار, في الحومة. C'est un petit peu comme ça. Absolument. Ça explique pourquoi on a toujours un pic le premier mois du lancement ou qui suit le lancement de la 5G. Donc ça explique un petit peu le pic ou le pic du classement qui était 47e pour la Tunisie. Donc il est passé de 82 ou 83 au début de l'année au 47e 2-3 mois après. Au fait, on a enregistré un pic de 300, une vitesse médiane de 300 mégabits par seconde, qui est incroyable par rapport à la vitesse qui était avant février. Donc ça explique que ça démontre du moins que les utilisateurs ont une expérience d'Internet qui est 2, 3 fois, 4 fois plus rapide que ce qu'ils avaient avant. Mais toujours est-il que la capacité du réseau, c'est une capacité qui est limitée. Et si les opérateurs n'augmentent pas la capacité au fur et à mesure qu'il y a plus d'utilisateurs de la 5G, donc ça, en fait, la vitesse auquel les utilisateurs vont avoir accès va être réduite automatiquement. Donc il y a toujours un genre de forces qui se battent. Il y a l'augmentation du nombre d'utilisateurs et de l'autre côté la capacité qui est, on va dire, absorbée par les nouveaux utilisateurs. Donc l'opérateur doit augmenter la capacité du réseau, doit activer de nouvelles tours pour servir plus d'utilisateurs, pour maintenir un petit peu, on ne va pas dire le classement, mais une performance
qui est raisonnable, ou du moins mieux que ce que l'utilisateur avait avant le lancement de la 5G. Donc, c'est ce qui explique un petit peu le phénomène qu'on a vu avec la Tunisie. Et c'est un phénomène, comme j'avais dit, qu'on a vu reproduit au Maroc. En Égypte. En fait, l'Égypte avait le même phénomène et elle est retombée à un classement plus bas de ce qu'elle avait avant la 5G. Donc, il faut toujours donner du temps en lisant ou en analysant cet index. Il faut toujours donner du temps, 2-3 mois de recul, pour voir un petit peu est-ce que les opérateurs ont pu maintenir leur niveau de performance. D'accord. Mais on peut comprendre qu'il y a ce fameux rush, etc. Et tout le monde est en train de tester, etc. Mais là, je me pose la question. Après, il y a donc systématique cette chute-là. Alors pourquoi on entend parfois c'est le meilleur réseau 5G, il y a le meilleur award. Est-ce que Ookla déjà donne un award du meilleur réseau mobile pour la 5G lors de la première année de lancement? Ou dans votre politique, c'est systématiquement non en attendant que ça se stabilise? Exactement. Il y a une méthodologie pour donner ou pour que les opérateurs ont accès à ce genre de trophées. Il faut qu'il y ait un certain minimum d'échantillons qui correspondent à la 5G par rapport au total échantillon, au total test qui sont dans le pays. Et ça doit être maintenu pendant, je crois, 3 mois pour qu'un pays puisse dire que ouais, on a la 5G. On a suffisamment d'échantillons pour dire qu'on est un pays, disons, mûr, qui a lancé la 5G. Et bien sûr, la Tunisie, après quelques mois, bien sûr, qu'elle figure dans la liste de ce qu'on appelle les pays qui sont certifiés à avoir la 5G suffisamment répandue géographiquement et en termes d'échantillons. Donc, il y a on va dire cette approche qui évite que tel ou tel pays qui lance, disons, la 5G dans une seule ville et qui a des pics de performance, on évite l'amélioration un peu excessive de son classement. Très bien. Pour les données récoltées par Speedtest, c'est uniquement, par Ookla je veux dire, c'est uniquement via les réseaux, l'appli Speedtest donc sur Internet, où vous avez aussi la possibilité de savoir et de connaître en gros la qualité du réseau de chaque network, de chaque opérateur, même si l'application Speedtest n'est pas utilisée massivement. Parce que je pense que pour d'autres solutions, carrément, il se base sur d'autres networks, notamment Akamai, etc., pour récolter ces informations-là. Donc, est-ce que c'est, en termes de pourcentage, disons, vous prenez le plus les informations des tests des utilisateurs eux-mêmes? Ça, c'est une très, très bonne question. Donc, Speedtest, en fait, c'est l'application qui est la plus répandue. C'est celle qui a été lancée dès la première année. Et ça nous permet, la caractéristique de l'application, c'est qu'elle nous permet de tester la capacité maximale du réseau. Et pour ça, bien sûr qu'on a l'approval ou le OK de l'utilisateur pour utiliser sa data. Okay? Donc, c'est l'utilisateur qui lance l'application et qui fait Go pour, disons, consommer le maximum de data pour tester la performance ou la performance du réseau. Mais on a d'autres types de tests qui sont, on va dire, un peu plus passifs. Donc, ce n'est pas des tests qui vont absorber toute la data, okay? Mais c'est des tests qui nous informent... C'est data plutôt ou c'est plutôt la bande passante, le bandwidth? En fait, elle utilise le maximum de bandwidth, mais en fait, ça se traduit par la consommation de la data. C'est la date de soi. Exactement. Donc, c'est indirectement, on consomme. Donc, en fait, un test sur Speedtest, il peut consommer 1 gigadoctet, etc. Donc, c'est des tests qu'on ne veut pas que les utilisateurs les fassent en passif, sans s'en rendre compte. Donc, il faut leur autorisation. Exactement. Mais il y a d'autres types de tests qu'on fait. Et c'est des tests qui sont, on va dire, passifs, qui n'ont pas besoin de permission directe des utilisateurs. OK?
mais c'est des tests qui ne consomment pas beaucoup de data. En fait, c'est beaucoup plus des lectures de l'état du réseau. Okay? Donc, cette application qui est intégrée dans d'autres applications tierces, okay? Ce n'est pas des applications Ookla, mais c'est une partie de code qui est intégrée dans des parties tierces, que ce soit des applications de Uber ou un truc comme ça, juste par exemple. Hein. Donc, on intègre ce SDK, ce Software Development Kit. Et au fait, ce qu'il fait, c'est que régulièrement, il va tester, pas la capacité maximale du réseau, mais il va juste tester, OK, c'est quoi la latence entre cet utilisateur et le CDN qui est pour les jeux ou le serveur pour la messagerie. Justement, pourquoi j'ai posé cette question-là, c'est que certainement qu'il y a des gens qui vont se poser la question, mais s'ils ne se posent pas la question, il faudra bien leur dire. Si moi, je suis en indoor somewhere, il n'y a pas une très bonne connexion. Ouais. La qualité de l'indoor, elle n'est pas bonne. Ça arrive. Ouais. Cependant, si on se met pas loin de l'antenne relais de l'opérateur, là, le débit il va être excellentissime. Cependant, chez moi, le soir, parce que j'ai une barre ou deux barres, ça va être chaotique. Et donc, est-ce que Speedtest va pouvoir détecter ou déceler ça en disant que non, c'est pas l'opérateur qui a un problème, c'est le fait que vous êtes dans un endroit où on n'est pas bien couvert, c'est votre... Oh, est-ce que c'est possible carrément que ça soit... Peut-être c'est une question bête et là vous allez me répondre. Est-ce que le téléphone peut être la cause des lenteurs et c'est pas le réseau? J'ai les 5 barres full en 5G, tout va bien, mais c'est très lent. Est-ce que ça peut être l'expérience smartphone qui peut être la cause, et est-ce que Ookla peut le déceler? Oui, absolument. Donc, vous avez relevé un très bon problème. Au fait, via la diversité de data qu'on a, okay, on peut déceler les problèmes à plusieurs niveaux. Donc, on peut déceler des problèmes au niveau de la couverture réseau, qui est la responsabilité de l'opérateur. Donc, dans le cas où vous avez 2 barres, par exemple, donc ça affecte directement votre débit. Il y a d'autres problèmes qui sont beaucoup plus reliés à la congestion. Donc, vous avez, 3-4 barres, mais il y a 2-3 tours qui génèrent de la congestion. Okay? Et ça affecte la performance du réseau. Il y a un troisième volet ou une troisième catégorie de problèmes qui peuvent être détectés. C'est qu'en fait, vous avez un très bon réseau pour vous connecter à l'opérateur, au réseau interne de l'opérateur. Mais en fait, c'est les services qui ont un problème. Donc, c'est la connexion entre l'opérateur et, disons, un serveur Google, un serveur YouTube, etc. Ça affecte directement la performance ou l'expérience de l'utilisateur. Il y a un quatrième, on va dire... une quatrième catégorie de problèmes qui est vraiment qui est assez commune dans des situations indoors. Et c'est un truc qu'on a eu l'expérience comme utilisateur. Donc, par exemple, quand vous êtes à la maison, vous avez une connexion fibre à la maison. Peut-être vous avez 200-300 mégabits, OK? Mais au fait, quand vous vous connectez avec le Wi-Fi, la connexion, elle donne pas le rendement estampé. Parce que c'est un vieux Wi-Fi. C'est un vieux Wi-Fi, il n'est pas bien configuré, il y a des interférences, il n'est pas bien placé, etc. Donc, on peut détecter tout ce genre de facteurs qui font que l'expérience de l'utilisateur va être... Alors, dans ce cas-là, est-ce que Ookla, et là, je pense que j'abuse un petit peu du temps qui nous reste de l'interview, est-ce que Ookla est en train de dire aux opérateurs, faites attention, si vous ne changez pas vos modems, si vous ne passez pas au Wi-Fi 6 ou au Wi-Fi 7, là, vous allez vous causer à vous-même des problèmes à vous-même. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce qu'on commence à voir ça dans le monde, je suppose, et en particulier dans le Maghreb et peut-être en Tunisie? Ça commence à se poser ce problème-là de la limitation du Wi-Fi? Non, absolument. Donc, on a les pays, on va dire, par exemple, quand on prend l'Algérie, le Maroc et l'Égypte, où ils ont une plus grande, pénétration de la VDSL et de la fibre. Okay? Donc, malgré qu'on sait que le débit minimum dans ces pays-là peut être 50-100 mégabits par seconde, mais en fait, d'après les datas de Speedtest, on peut déceler qu'il y a des utilisateurs
qui utilisent toujours la Wi-Fi 4. Okay? Ou alors qu'ils utilisent le spectre 2,4 au lieu d'utiliser le 5 GHz. Okay? Donc, il y a tous ces facteurs-là qu'on peut détecter. Et bien sûr qu'au-delà de la collecte de ces informations-là, on offre des services aux opérateurs. Donc, en utilisant ces informations-là, bien sûr, c'est pas juste on voit ça, mais c'est des analyses un peu poussées avec les data science, etc. On peut déceler à quel niveau ou quelle proportion des utilisateurs, la région où ils sont le plus affectés, quelles sont les recommandations en termes de upgrade, que ce soit le modem ou la configuration. Même il y a des pays où ils ont lancé des routeurs qui sont compatibles avec la Wi-Fi 6. Mais on trouve qu'il y a une proportion assez élevée de Wi-Fi 4, de connexion Wi-Fi 4. Donc, ça veut dire que soit il n'est pas bien configuré, soit les utilisateurs sont tellement loin du routeur qu'ils passent de la Wi-Fi 6 à la Wi-Fi 4. Et ça affecte. C'est la responsabilité de qui, justement? Est-ce qu'il suffirait plutôt que Ookla envoie un message à ces utilisateurs-là pour leur dire faites attention, vous êtes sur une version ancienne du Wi-Fi et du coup, ce n'est pas un problème du réseau. Donc, c'est au niveau de Ookla. Est-ce que ça peut être la responsabilité de Ookla ou c'est l'opérateur? Vous dites à l'opérateur et c'est à l'opérateur, lui, de contacter les clients. C'est à qui la responsabilité? On va dire que c'est notre approche. La façon dans laquelle on approche ce genre de problème, c'est via les opérateurs. Ce qu'on peut faire par rapport aux utilisateurs, c'est bien les informer que, OK, vu la connexion que vous avez, vous allez avoir une bonne expérience pour le jeu, un peu moins pour accéder à la vidéo et beaucoup mieux pour les appels. On peut donner ces informations qui sont assez claires, assez simples à comprendre pour l'utilisateur lambda. Okay? Mais en termes d'optimisation du réseau, du réseau mais aussi les bottlenecks, donc que ce soit le routeur, etc. Donc c'est en travaillant avec les opérateurs, en travaillant avec les autorités de réglementation qu'on peut introduire ce changement-là. Donc on est en train de le faire, que ce soit avec les opérateurs, mais on a aussi des solutions qui aident les opérateurs à s'assurer que la connexion Wi-Fi soit excellente au moment de l'installation de la fibre. Et ce qu'on a lancé cette année, c'est un nouveau produit qui s'appelle Speed Test Pulse. C'est un équipement qui se connecte avec le téléphone et qui permet aux techniciens, pas aux utilisateurs, aux techniciens au moment de l'installation de la fibre, de tester et de vérifier, de valider que la connexion Wi-Fi à la maison, au bureau, est parfaite. J'ai une question par rapport à tout le marché du Maghreb. Parce qu'en Tunisie, lorsqu'il y a eu le lancement de la 5G, les opérateurs s'attendaient à ce que tout le monde va aller sur le FWA et que la fibre optique va être catastrophique. Ce qui s'est passé, il y a eu un record non seulement pour la FWA, mais il y a eu aussi un record d'abonnements pour la fibre optique. Ils s'y attendaient pas. Est-ce que on a vu ce genre de comportement dans les autres pays du Maghreb où il y a eu le lancement de la 5G, c'est-à-dire que les gens ont eu Faj'atan, suddenly. À chaque fois, on va utiliser une langue apparemment pour dire que les gens ont commencé à avoir beaucoup plus envie de se connecter plus rapidement, à utiliser plus de l'Ultra HD. Est-ce que la 5G a fait évoluer systématiquement l'exigence du consumer? Absolument. Partout. Absolument. Il n'y a pas de doute sur cela. Je pense que les utilisateurs savent. Bon, on sait tous que la majeure partie du trafic qui circule sur Internet, c'est du flux qui est de la vidéo. Et la vidéo, par définition, elle consomme de la bandwidth. Okay? Donc, le fait de passer, disons, de la 4G à la 5G permet aux utilisateurs, non pas pour prendre le cas du Maghreb avec la réception satellitaire de la vidéo, etc. On est passé de la réception satellitaire, disons, archaïque, à une réception qui est basée sur le IPTV. Donc ça démontre que les utilisateurs savent que grâce à la fibre, grâce à la 5G, ils peuvent avoir de la qualité HD sans avoir besoin de satellite. Donc, ça pousse les utilisateurs à utiliser plus les services Internet à partir du moment où l'opérateur leur offre cette opportunité. Dernière question.
Par rapport à la connexion satellitaire, justement, le Léo. Maintenant, c'est, comme on dit en arabe, le hadith al-sa'a. Partout, on parle de la connexion satellitaire Léo. Même en Tunisie, les gens attendent à ce que la connexion Léo... Voilà, le groupe Orange, par exemple, a fait, je pense, un truc dans ce sens, un partenariat avec Eutelsat. Ils ont lancé ça en Côte d'Ivoire. Mais, enfin... Il y a cette idée-là que la connexion satellitaire via les satellites Léo, donc de basse orbite, ou d'orbite basse, c'est une connexion qui est bien, le débit il est très bon, le ping il est bien par rapport au fait que c'est satellite, et on nous vend, et je pense que c'est beaucoup de marketing derrière, que c'est la connexion. Pourtant, il y a ceux qui l'ont utilisé, notamment en France, ils disent, bah, parfois ça fonctionne, parfois ça devient très lent. Est-ce que du côté du Ookla, vous arrivez à déceler les connexions satellitaires et donc à faire la différenciation entre ça, la 5G et le fixe? 2, est-ce que c'est vraiment très bonne connexion, la connexion satellitaire? Bon, pour répondre à votre première question, oui, on a des informations assez détaillées sur les connexions satellitaires globalement. Et on peut déceler les mêmes paramètres, disons la vitesse, donc le download, le upload, le latency, etc. On peut avoir les mêmes résultats qu'un utilisateur qui utilise son mobile ou une connexion fixe. Sur la parité ou la comparaison entre les performances de satellite par rapport à d'autres, ça dépend en fait du point de départ. Donc, vous avez donné l'exemple de la France. Et je suppose que dans un pays comme la France, la fibre, elle est assez répandue. Donc, les utilisateurs en général, ont une connexion qui est à 500 mégabits par seconde pour 10-15 euros par mois. C'est sûr que si vous leur proposez une connexion satellitaire qui coûte plus cher, mais qui peut atteindre 100 mégabits par seconde, même si les deux, au fait, vous permettent normalement d'accéder à la plupart des services normaux, on va dire, vidéo, etc., il va y avoir une différence. Il va toujours y avoir un ancrage ou une comparaison par rapport à ce qu'on avait à la maison. Mais le truc, c'est que si on change un petit peu d'optique et on voit un petit peu la situation en Afrique, et je parle de l'Afrique du Nord jusqu'au Sud, donc ce qu'on a vu, c'est que dans les pays de l'Afrique subsaharienne, au fait, la vitesse qui peut être atteinte avec une connexion satellitaire, elle dépasse celle que la plupart des gens ont avec le fixe, même le câble et la fibre. Et ça, c'est pas juste le débit. En fait, même la latence, avec tous les développements le lancement de nouveaux satellites, le lancement plutôt l'établissement de nouveaux, disons, bases terrestres pour recevoir les signaux, etc. On a vu une amélioration assez fulgurante de la performance des satellites Léo. Donc, moi, je vois que les satellites Léo, c'est une opportunité pour compenser ou comme une alternative au fixe, pas vraiment au mobile, mais beaucoup plus à la fixe, pour les gens ou pour les pays qui n'ont pas une couverture assez répandue de la fibre. Très bien. Monsieur Karim, merci beaucoup pour cette interview. Merci beaucoup. DigiClub برعاية Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999. أريد طور عالمك. BackPay, première solution de paiement fractionné par TPE. هذا البودكاست من إنتاج THD.tn.